Sidi Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et vous venez de publier chez l'Harmattan Voyage au cœur de Boko Haram. Vous êtes de la région de Difa, à l'est du Niger, épicentre des attaques de la secte djihadiste, et vous avez eu un accès privilégié aux combattants repentis qui sont dans un centre à Goudoumaria, à 1173 km au sud de Niamey. Ce sont des témoignages exclusifs qui permettent de mieux comprendre l'organisation et les motivations des combattants de cette secte que vous racontez de l'intérieur. Alors, où en est le mouvement djihadiste créé en 2002 par le prédicateur Mohamed Youssouf ? C'est tout à fait exact. Pour la première fois, en tout cas, on a réussi à raconter Boko Haram de l'intérieur. Cette secte djihadiste qui a été fondée en 2002, comme vous l'avez si bien dit par Mohamed Youssouf, a connu un développement et est devenu si paranoïaque qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à avoir des informations de l'intérieur. Et grâce aux témoignages, on a cette fois des informations de première main qui nous viennent de l'intérieur. Il faut dire que dans son évolution à partir de 2009, la secte a basculé dans la violence. Elle était jusqu'ici non violente, mais à partir de 2009, elle a basculé dans la violence et Boko Haram s'est mis à faire des attentats suicides, à attaquer des casernes, etc., etc. D'abord au Nigeria. Ensuite, à partir de 2015, au Niger, au Tchad et au Cameroun, l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Et puis, en 2015, comme vous savez, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique qui est devenu une sorte de wilaya, une sorte de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Avec des scissions à l'intérieur du... Exactement, j'allais en venir, avec une scission fondamentale entre une aile aujourd'hui qui est dirigée par Mohamed Youssouf, qui est dans le fief historique de Boko Haram, qui est la forêt de Sambisa, et une autre aile qui est dirigée par Habib Youssouf, le fils de Mohamed Youssouf, et qui est réfugié aussi aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad. Donc il y a deux ailes rivales de Boko Haram à l'heure. Une aile, pas Mohamed Youssouf, qui est décédé par Shekau. Oui, c'est ça, une aile qui est dirigée par Shekau, Aboubakar Shekau, parce que Mohamed Youssouf, quand il est décédé, c'est Shekau qui avait pris le mouvement. Et l'autre aile est dirigée par Habib Youssouf, qui est le fils de Mohamed Youssouf. Lui, il s'était allié à Mohamed Nour, qui est décédé aujourd'hui, pour avoir cette aile rivale. Les deux ailes sont rivales, et de temps en temps, il y a des affrontements fratricides entre ces deux ailes-là. Comment se fait l'enrôlement ? Oui. Il y a plusieurs... les entretiens que nous avons eus nous ont amenés à observer plusieurs types de profils. Il y a des personnes qui ont adhéré à l'idéologie. Boko Haram est venu dans leur village faire un prêche, où ils ont entendu un prêche de Boko Haram, ont décidé de rejoindre ce mouvement pour propager l'islam, disent-ils, pour défendre l'islam rigoureux. Et d'autres, ce sont des calculs beaucoup plus personnels. Absolument, d'autres, c'est des calculs personnels. Ils considèrent que Boko Haram, tel qu'on leur a raconté, est un moyen d'enrichissement. Ça permet d'acheter des motos, ça permet de prendre une seconde épouse, etc. Donc, eux, ils ont été attirés par cela. Et puis, il y a une troisième catégorie, des gens qui se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, qui ont été embarqués, comme cette jeune fille que nous avons rencontrée, qui revenait du champ et qui a été embarquée, ou ce tailleur qui a l'habitude de faire des retouches pour Boko Haram, qui a été forcé de rejoindre la secte et qui s'est retrouvé otage. Donc il y a plusieurs types de profils, il y a plusieurs types de motivations. Et des jeunes filles enlevées qui se retrouvent dans des mariages forcés. Absolument, les jeunes filles. C'est d'ailleurs à travers ces différents récits qu'on a mieux compris pourquoi Boko Haram a fait des jeunes filles et des femmes des cibles privilégiées. Parce que quand elles sont ramenées dans les camps de Boko Haram, elles sont souvent revendues à des combattants qui ont de l'argent comme épouses. Elles sont souvent laissées là comme à la disposition des combattants. Donc il y a un sort réservé, un sort particulier qui est réservé à ces filles-là. Et en plus, il y en a qui sont les plus jeunes notamment, qui sont travaillés au corps pour aller commettre des attentats suicides par la suite. Alors vous décrivez une secte assez organisée avec une spécialisation du travail. C'est tout à fait exact. Ça, c'est une de nos surprises. Boko Haram a créé des corps de métiers. Il y a des gens qui sont affectés à l'agriculture, qui sont des producteurs agricoles, qui produisent pour la secte. Il y a des gens qui sont des infirmiers, qui soignent ceux qui sont blessés. Il y a des gens qui sont des mécaniciens de Boko Haram, parce que les véhicules qui sont, toute la logistique qui est utilisée pour attaquer, ou bien les véhicules qui sont pris aux armées régulières,
doivent être maintenus. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans cette ingénierie, dans la mécanique auto, dans la santé, dans l'éducation. Il y a des gens, et puis, il y a des gens qui sont des banquiers de Boko Haram, qui sont chargés de garder l'argent de Boko Haram. Avec aussi des centres d'instruction militaire dans le lac Tchad, comme vous décrivez, où on leur apprend le maniement des armes. C'est exact. Et ça, je pense que ça peut aider à comprendre pourquoi Boko Haram souvent rencontre des succès militaires. On s'est dit, mais comment des gens qui sont sortis de nulle part, qui sont pour certains des paysans, qui sont pour certains des infirmiers, comment peuvent-ils avoir le dessus lors des batailles face aux armées régulières? En réalité, on l'a découvert avec ces centres-là. Il y a un entraînement rigoureux. Chaque balle perdue par une recrue qui est à l'initiation lui vaut 10 coups de fouet. Donc les recrues sont obligées de s'appliquer, d'apprendre à bien tirer. Ensuite, la formation s'étend au-delà des armes individuelles. Un combattant de Boko Haram, un bon combattant de Boko Haram, peut démonter un fusil AK-47 et le remonter rapidement. Il sait aussi manier les armes collectives, par exemple les 12-7 ou les autres armes collectives. Le mouvement est sans pitié à l'égard de ses propres combattants. On voit une justice aussi sévère qu'expéditive. C'est tout à fait exact. Et ça, moi, je pense que ça éclaire sur la brutalité du mouvement à l'extérieur. Le mouvement est brutal à l'intérieur et à l'extérieur, il est encore plus brutal. Il y a des cas que nous avons vus, des cas d'amputation. Et non pas, il y a d'abord le drame de l'amputation elle-même, mais on ampute la main pour mettre ce qui reste dans l'huile bouillante. Et où on ampute la main pour recevoir une simple injection de paracétamol. Donc il y a une brutalité inouïe avec des procès expéditifs où les gens n'ont pas les moyens de se défendre. Et après, par exemple, pour les gens qui ont été amputés de main, on les a laissés comme ça à l'abandon, où ils ont dû aller se chercher. Certains sont devenus quasiment nécessiteux. On leur donne une aumône par-ci, par-là. C'est de ça qu'ils ont vécu. Il y a aussi ce qui nous a le plus, ce qui nous a surpris, c'est le traitement que Boko Haram fait de ces combattants qui sont morts au combat. Par exemple, quand Boko Haram attaque une ville et qu'en cas de déroute militaire, les corps sont abandonnés. Ils ne se soucient pas du corps de leurs combattants. Ils sont rapatriés, vous le dites très bien, qu'en cas de victoire. Ils sont rapatriés qu'en cas de victoire, où on a le temps. Mais sinon, pour le reste, il est même dit, des témoignages que nous avons recueillis, que lorsque vous êtes sur le front, avec un camarade de combat, s'il tombe, il faut l'enjamber pour continuer. Ne vous souciez pas de son corps. Donc, il y a vraiment une sorte de traitement à l'intérieur de la secte qui est édifiant. La perpétuation des exactions de Boko Haram ne saurait s'expliquer sans économie de guerre. Comment s'autofinance le mouvement? Absolument, il y a un autofinancement parce que Boko Haram produit, par exemple, fait une production agricole. Une partie de la production agricole est consommée, l'autoconsommation. L'autre partie est revendue. Boko Haram, par exemple, quand attaque une ville, enlève du bétail, 2000 ça peut être 200 têtes de bétail, 300, 400, et ces têtes de bétail sont confiées à des intermédiaires qui revendent sur les marchés locaux et qui ramènent cet argent-là à Boko Haram, qui achètent de l'essence auprès de commerçants, et les commerçants fournissent Boko Haram. Donc il y a une économie de la guerre qui s'est développée, il y a un autofinancement de Boko Haram, plus la perception des taxes. Parce que comme vous savez, dans le lit du lac Tchad, par exemple, il y a la pêche, il y a aussi l'agriculture. Donc toutes les exportations vers le Nigeria principalement sont taxées par Boko Haram. Il y a une taxe qui est versée par Boko Haram, un impôt, et c'est l'ensemble de ces revenus qui permet à la secte d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les moyens de la guerre, parce que le nerf de la guerre de Boko Haram est constitué par cet autofinancement et puis ces taxes-là. Et il y a aujourd'hui beaucoup de commerçants qui se sont spécialisés dans le deal avec Boko Haram, qui achètent, qui revendent à Boko Haram. Et à mon avis, si on n'intègre pas tous ces facteurs dans la solution qu'on cherche à apporter au problème, le problème risque de perdurer encore. La lecture des témoignages que vous avez recueillis, on a une sorte de sentiment de malaise. Ces combattants se livrent à vous, mais on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose de presque normal de leur parcours. Alors, on sait très bien qu'ils sont dans un programme de réinsertion, réhabilitation, le programme Repentir mis en place par les autorités nigérianes, mais ont-ils conscience vraiment de ce qu'ils ont fait? Oui, quand on écoute les témoignages, ils le font avec un certain détachement. On a l'impression qu'ils ne mesurent pas la gravité du forfait qu'ils ont commis. Et pour certains. En tout cas, à la fin, ce qui peut peut-être avancé comme à leur décharge, c'est que pour la plupart, nous n'avons pas rencontré quelqu'un
qui ne regrettent pas d'être allés à Boko Haram. Tous ceux qui ont témoigné nous ont dit aujourd'hui le défi c'est de se reconstruire. Ils ne savent pas comment pour certains ils vont être accueillis, s'ils quittent le centre pour retourner, comment la réinsertion sociale va se faire. Mais dans le récit, dans la façon dont ils racontent ça, ils considèrent ça comme un phénomène qui est arrivé comme ça, avec lequel ils ont vécu, dont ils ne sont pas responsables. C'est comme si c'était le destin, c'était leur destin, mais aujourd'hui, ils se sont libérés de ce destin-là et sont prêts à envisager une nouvelle vie. Je pense qu'il y a aussi les réalités du contexte local qui peuvent expliquer le fait que les gens considèrent qu'il n'y avait pas d'autre alternative que d'aller dans Boko Haram. Ce livre est aussi une leçon. Les armées africaines, les armées occidentales ont tendance à privilégier le tout militaire dans la région, avec des effets très limités. On voit bien que le front djihadiste a plutôt tendance à s'étendre. Venu du nord, il se répand de plus en plus au sud. Faut-il mettre l'accent beaucoup plus sur les actions de prévention et de réhabilitation de ces ex-combattants? C'est tout à fait exact. En tout cas, en refermant le livre, c'est cette conviction que j'ai eue. La logique du tout sécuritaire et du tout militaire ne suffira pas, ni au Sahel, ni au bassin du lac Tchad. Parce que même sur un plan tactique, les armées ont du mal à faire cette guerre asymétrique. Quand vous prenez le bassin du lac Tchad, la plupart des armées qui sont dans cette région-là ne font pas de combats nocturnes, faute de moyens de vision nocturne. Ils ne peuvent pas faire des combats nocturnes. Or, Boko Haram ayant compris ça, ils les attaquent la nuit. Donc, militairement, c'est très difficile de prendre le dessus, d'éliminer. Si aujourd'hui, on n'intègre pas, on n'associe pas la solution militaire à la prévention, comme on l'a vu dans le cas du programme Repentir qui a permis de mobiliser 233 personnes, si on n'associe pas la prévention et si on n'associe pas le développement, par exemple, la région du lac Tchad, comme vous savez, fait face à un défi écologique. Le lac s'est rétréci, beaucoup de personnes qui vivaient que du lac, qui ne savent vivre que du lac, sont aujourd'hui laissées à l'abandon et ça permet à Boko Haram de faire du recrutement facilement. Donc il faut articuler la réponse sécuritaire, la réponse du développement et puis dans le cas de Boko Haram, la réponse écologique aussi. Il faut trouver le moyen de réhabiliter le lac Tchad et la Komadougou-Yobé qui sont les leviers économiques de cette sous-région, sinon on passe à côté. Sidi Kaba, merci beaucoup. Je vous en prie.